Bonjour à tous. Merci beaucoup Alain Mabanckou de nous inviter dans un endroit qui est bien peu habitué à voir tant de visages noirs. Donc je suis très contente de contribuer à cette diversification des visages présents. Je suis heureuse de participer à l'écriture de cette France noire aujourd'hui dans cette institution qui accueille cette discussion que je trouve passionnante depuis ce matin. Et j'ai choisi de me concentrer sur la question des médias et de manière générale de la visibilité des Noirs dans l'audiovisuel français, parce que c'est une question qui surfe vraiment entre déni et visibilité. Alors malgré la présence d'une forte population noire en France qui a été bien décrite historiquement par Pascal Blanchard et de manière plus contemporaine par Pam Ndiaye, les espaces audiovisuels se caractérisent encore aujourd'hui, en 2016, par une relative invisibilité des visages noirs. Depuis le premier rapport de la sociologue Marie-France Malonga, qui avait été commandé par le CSA en 1999, donc ça fait 17 ans maintenant, et depuis l'irruption sur la scène du Théâtre du Châtelet lors des Césars de l'année 2000 par Luc Saint-Éloi et Calix Veyala, pour réclamer à cette occasion davantage d'acteurs noirs sur les écrans cinématographiques français, la question de la visibilité des Noirs revient de manière récurrente dans le débat français. Après les révoltes urbaines qui avaient commencé à Clichy-sous-Bois en 2005 pour se répandre dans l'ensemble du territoire français, ces révoltes avaient laissé les politiques accablés face à une jeunesse qu'ils semblaient ne plus comprendre. On a vu effectivement que ces révoltes sont parties d'un cas de violence policière dont avaient été victimes un jeune garçon d'origine maghrébine et un jeune garçon noir, donc des adolescents, et ça a mis en lumière le traitement différencié dont étaient victimes les populations non blanches et en creux, enfin en tout cas à l'intérieur de ces populations non blanches, des populations noires. Et la réponse politique ne s'est pas fait attendre. Le président Chirac, à l'époque, sentant la nécessité de répondre à une demande de visibilité et de considération, a annoncé à la télévision, lors du journal télévisé sur TF1, la réunion qu'il ferait avec des responsables audiovisuels pour leur demander une meilleure représentation de la diversité française. Et c'est ce qui a donné lieu à la création par le CNC, par l'accès à l'époque d'un fonds Images de la diversité dont l'objectif était de financer des productions destinées à refléter de manière plus juste la diversité française. Quelques mois plus tard, on a annoncé en mars 2006 l'arrivée de Harry Roselmack, le premier journaliste noir à présenter un journal de prime time sur une chaîne majeure qui était TF1 à l'époque. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on a annoncé sa venue en mars 2006 alors qu'il arrivait en juillet. Donc on nous a laisser 6 mois pour nous habituer au surgissement d'un visage noir sur TF1. Les gens ont le temps de se préparer psychologiquement, de ne pas s'interroger sur le fonctionnement correct de leur écran de télévision. Et puis effectivement, on a fini par s'habituer au fait de voir une personne noire annoncer l'actualité. Et dans les années qui ont suivi l'arrivée de Harry Roselmack à la télévision, les débats sur la diversité ont battu leur plein. Et c'est d'ailleurs à cette époque que moi-même, j'ai commencé la télévision. Je pense que j'ai bénéficié de ce climat qui était favorable à l'éruption et à la présentation de nouveaux visages. Depuis, Omar Sy a obtenu un César en 2012. Il a été à tort présenté comme le premier noir ayant obtenu un César. Ce n'est pas le premier, puisque Isaac de Bancolé avait obtenu un César du meilleur espoir masculin en 1987 pour Black Micmac, qui a été cité d'ailleurs tout à l'heure par Pascal Blanchard. Et je trouve que le fait qu'il ait été cité comme étant le premier montre bien l'amnésie systématique en fait française qui semble à chaque fois découvrir des générations spontanées de Noirs, comme si ces Noirs n'avaient pas eu de parents, n'avaient pas eu d'aïeux qui avaient accompli des choses avant eux. Donc c'est important d'honorer, je pense, la mémoire et le travail de personnes comme Isaac de Bancolé et bien d'autres qui ont marqué leur époque par leur talent. Et ce mois-ci, je pense que vous avez vu, en tout cas plusieurs d'entre vous ont vu la une de Cosette qui met en avant des artistes noirs, de jeunes acteurs noirs. C'est aussi une génération d'acteurs qu'on ne connaît pas encore et qui, je l'espère, pourra inscrire durablement son nom dans l'histoire du cinéma. Mais la visibilité événementielle de quelques figures non blanches, noires plus particulièrement, ne doit pas masquer la majorité de cette visibilité qui reste quand même bien souvent circonscrite à certains domaines,
comme le sport ou la musique, où l'on observe parfois, et même bien souvent, une surreprésentation des Noirs, alors que d'autres leur réservent une place réduite, notamment dans les faits divers, et dans des faits divers assez malheureux, relatifs soit à la délinquance, soit à des révoltes, soit plus récemment au terrorisme. Et malgré tout cela, malgré ces évolutions, malgré cette activité, le discours à l'égard des Noirs semble évoluer de manière assez timide. Il traduit, ce discours tel qu'il est porté aujourd'hui, il traduit à la fois un imaginaire collectif qui considère les Noirs comme d'éternels primo-arrivants, comme des personnes qui sont éternellement extérieures à la société française légitime parce que blanches, et qui doivent systématiquement faire la preuve d'une présence logique. Et c'est dans ce contexte que moi, en 2007, j'ai créé une association antiraciste qui s'appelle Les Indivisibles et qui était destinée, en quelque sorte, à traquer le racisme dans les médias à travers les déclarations de personnalités publiques. Et à cette fin, nous avons créé une cérémonie qui s'appelle les Yabon Awards. Donc Yabon, en référence à cette magnifique phrase du tirailleur sénégalais qui est l'égérie de Banania, qui, évidemment, en bon noir, ne savait pas dire c'est bon, donc disait Yabon Banania. Et donc Awards, parce que c'est une cérémonie qui offre des récompenses chaque année aux propos les plus racistes de l'année, prononcés par des personnalités publiques. Donc je ne vous cache pas que cette récompense, généralement, ne fait pas plaisir aux lauréats. Mais c'est une cérémonie qui reste très drôle et qui permet justement de rendre en fait visible une manière en fait très raciste de désigner les populations non blanches et en particulier les populations noires, mais qui est banalisée parce que s'inscrivant dans le quotidien des médias, qu'il s'agisse de presse écrite, de médias télévisuels ou de radio. Et ça montre aussi à quel point les Noirs sont présents, malgré leur absence physique, ils sont présents dans les espaces médiatiques par la manière dont ils sont mentionnés par des personnes qui, elles, ne sont pas noires. Alors, l'idée des Yabon Awards, évidemment, ce n'est pas uniquement de décerner des récompenses à des gens comme Éric Zemmour qui ont déclaré que la plupart des trafiquants étaient noirs et arabes. Notre objectif, ce n'est pas finalement de rendre évidentes des choses qui le sont déjà, à savoir que Éric Zemmour est un réactionnaire et tient régulièrement des propos racistes. Notre but, c'était de montrer aussi que ces propos qui sont parfois exprimés de manière plus subtile, sont aussi le fait de l'élite intellectuelle, notamment celle qui se proclame de la gauche et qui se considère comme étant particulièrement ouverte et tolérante. Donc pour vous parler des Yabon Awards, j'ai choisi 3 citations de 3 éditions différentes qui vous donneront une idée un petit peu des propos que nous récompensons. Donc ce sont des personnes qui ont eu l'immense plaisir d'être lauréats et de gagner dans différentes catégories, donc depuis la création de la cérémonie en 2009 jusqu'à aujourd'hui, la dernière ayant eu lieu en 2016. Donc Jacques Séguéla avait dit en 2009, alors ce n'était pas un propos qui parlait des Noirs en particulier, mais plutôt des Africains, mais je trouve que c'est intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit depuis ce matin. Alors je le cite, c'est bien que vous soyez assis parce que ça vous aurait fait tomber. L'Africain a su préserver une part de rêve qui reste intacte malgré nos sociétés phagocytées par l'argent. Il est très créatif et garde un culte de la langue que nous n'avons plus. Il garde une pureté, une innocence, une naïveté qui est la forme que doit prendre la publicité, parce qu'il parlait évidemment de son travail de publicitaire. L'Africain est heureux, malgré les drames qu'il côtoie. La publicité doit réveiller l'enfant qui sommeille en nous. La force de l'Africain, c'est de savoir garder cette part enfantine que nous autres, adultes, effaçons. Donc c'est intéressant. On applaudit fort Jacques Séguéla pour la victoire qu'il a méritée largement au Yabon Awards. Et c'est intéressant l'analogie qu'il fait entre adulte et blanc. C'est venu vraiment de manière très très naturelle. Alors une autre citation pour Christophe Barbier, alors que je salue parce qu'il est venu chercher son Yabon Award quelques années plus tard. Il est venu sur la scène du Cabaret Sauvage dans le 19e pour récupérer sa récompense, et il a été accueilli entre consternation, sifflets et applaudissements d'un public qui ne savait pas trop s'il fallait applaudir son courage ou quand même siffler ses déclarations. Mais c'était une rencontre intéressante. Alors Christophe Barbier s'est exprimé en 2009 à l'époque des grandes grèves qui avaient eu lieu en Guadeloupe, et d'ailleurs c'était intéressant à l'époque, puisque la Guadeloupe est en France, mais l'information selon laquelle les Guadeloupéens étaient mobilisés pour revendiquer l'égalité sociale
a mis à peu près 3 semaines pour arriver aux JT nationaux. C'est un peu comme ce qui se passe à Mayotte en ce moment, ça a mis quand même quelques semaines avant qu'on puisse bénéficier de cette actualité. Et d'ailleurs, à l'époque, ce que j'avais trouvé aussi intéressant, c'est qu'un JT avait montré les grèves en fait, guadeloupéennes, enfin pensait avoir montré les grèves guadeloupéennes à travers des images montrant des policiers maîtrisant une manifestation. Et en fait, les images qui avaient été diffusées dans ce JT, je ne me souviens plus de la chaîne, c'est des images de Madagascar. Et ce qui est assez fou, c'est que la Guadeloupe étant en France, les policiers guadeloupéens ont des uniformes de policiers français. Et ce qui est évident dans l'image, c'est que c'était des policiers malgaches avec des uniformes de policiers malgaches. Donc ça ne pouvait pas être en Guadeloupe. Mais ça montrait bien à quel point, pour un journaliste, bon, bah, c'était des Noirs, voilà, malgaches ou guadeloupéens, c'est un peu la même chose. Et donc Christophe Barbier disait guadeloupéen, dans un éditorial pour l'Express, il disait « Aux Français des tropiques qui veulent travailler à l'antillaise et consommer à la métropolitaine, rappelons qu'il faut labourer leur terre arable pour qu'elle lève d'autres moissons que celles du songe et que, hors de la France, les Antilles seraient au mieux une usine à touristes américains, au pire un paradis fiscal rongé par la mafia ou un Haïti bis ravagé par les tontons macoutes, mais moins débonnaire qu'Yves Gégaud. Yves Gégaud qui était ministre des Outre-mer à l'époque. Donc c'est assez incroyable qu'un patron de médias puisse prononcer de tels propos. À l'époque, d'ailleurs, Harry Roselmack avait réagi parce qu'il avait été extrêmement offensé par ces propos. Et pour finir cette liste de citations, je cite une citation que je trouve très intéressante, qui est aussi... alors elle émane de Sylvie Pierre Brossolette, qui était rédactrice en chef au Point. Elle réagissait sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn et sur la comparution de Dominique Strauss-Kahn qui l'avait choquée. Et elle avait dit, donc écrit même, parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle avait dit spontanément, elle l'avait écrit, elle avait dit « Quelle image donnons-nous au monde quand les télévisions de la planète entière montrent un prestigieux Français pénétrer dans le tribunal de New York, piteux, mal rasé et toujours menotté, pas mieux traité que les malfrats de couleur, déférés avant et après lui devant le juge ». Alors, c'est quand même assez... Donc, Sylvie Pierre Brossolette, qui est aujourd'hui membre du CSA, organe de régulation de la télévision, qui tient... voilà. Donc, ça laisse augurer un contrôle très, très, très serré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces personnes ont prononcé ces propos dont je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler et que ces propos n'ont eu absolument aucune conséquence sur leur trajectoire. Ils n'ont même jamais dû s'en justifier. Et ça montre à quel point, en fait, c'est quelque chose de très banal de tenir ce type de propos qui sont racistes à l'égard des populations non blanches. Et ça traduit non seulement un imaginaire collectif qui considère les Noirs tout le temps comme des outsiders, et ça montre aussi la place des Noirs. Parce que si aujourd'hui ces propos peuvent être tenus en toute impunité, c'est parce que les Noirs ne sont pas aujourd'hui en position... Non seulement ils sont en position, évidemment, ils répondent, mais ils ne sont pas en position de faire entendre une voix qui serait dissuasive. Et c'est d'autant plus intéressant qu'une actualité récente a illustré cela. Alors, on n'a pas encore eu le temps de la nommer au Gabon Awards, mais je pense qu'elle figurera en bonne place le 30 mars dernier au cours d'une interview télévisée relative à la mode islamique. Notre ministre des droits des femmes, alors c'est tous les trucs domestiques, les femmes, les enfants et les familles, a fait part de des approbations en comparant le port du voile par des femmes musulmanes aux, je la cite, nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Alors, ce qui était intéressant, c'est que l'emploi délibéré du mot nègre a été produit face à un journaliste qui est resté complètement impassible, mais vraiment, il n'a même pas sursauté, comme si c'était absolument normal de qualifier une partie des gens qui habitent dans ce pays de nègres. Et il a été justifié à de nombreuses reprises par plusieurs personnalités politiques, citant de manière totalement anachronique le philosophe français Montesquieu, qui avait fait son essai sur l'esclavage des nègres, tout en rappelant que la ministre Laurence Rossignol ne pouvait pas être raciste puisqu'elle avait cofondé SOS Racisme. Apparemment, quand on cofonde SOS Racisme, on ne peut pas être raciste, la preuve. Alors, il y a une pétition qui a été massivement soutenue par plus de 35 000 signatures en ligne, une manifestation organisée par le CRAN, la brigade anti-négrophobie, devant les locaux de BFM où elle avait prononcé ses propos, et plusieurs organisations antiracistes portées par des minorités ont saisi la justice, totalisant plus de 400 plaintes quand même. Le CSA a été saisi, donc j'espère que la plainte n'ira pas du côté de Sylvie Pierre Brossolette. Et malgré tout,
Laurence Rossignol n'a pas présenté d'excuses, elle a dit qu'elle était désolée, mais elle n'a pas fait part d'excuses ni manifesté en fait de regret par rapport à l'offense qu'elle avait provoquée. Et Gilles Clavreul, qui est délégué interministériel chargé par le gouvernement de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, a posté un long message sur Facebook non pas pour condamner Laurence Rossignol, ça aurait été trop beau, il a soutenu la ministre en fait, en regrettant que, je le cite, chaque parole, chaque mot soit aussitôt pris au premier degré comme une agression. C'est vrai que les Noirs n'ont aucun humour. Laurence Rossignol elle-même n'a présenté donc aucune excuse, comme je l'ai dit. Elle a fait état d'une simple maladresse et elle n'a jamais été confrontée à une personne noire pour répondre. D'ailleurs, elle a été invitée, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a été invitée dans l'émission C'est à vous pour répondre, en fait, pour débattre de la pertinence de l'usage du mot nègre, de son racisme, etc. Ce qui était intéressant, c'est que donc, les personnes qui étaient autour de la table étaient toutes blanches. Donc on avait 5 blancs qui se demandaient si c'était raciste de dire nègre. Et pendant ce temps, en fait, dans l'émission, il y avait, avec tout le respect que je lui dois, mais vraiment symboliquement, c'était assez frappant, Babette de Rosière qui travaille dans l'émission, qui est chroniqueuse culinaire et qui fait la cuisine. Et donc, en fait, elle leur faisait à manger. Donc elle est noire, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle leur faisait à manger pendant que Laurence Rossignol expliquait que vraiment elle avait dit nègre mais qu'elle n'était pas raciste, etc. Et c'était surréaliste. C'était surréaliste de voir à quel point finalement on pouvait ne même pas donner la parole aux premiers concernés sur une thématique aussi grave. Donc ça montre bien que finalement le fait de tenir des propos racistes n'est pas uniquement le fait de figures qui sont des figures explicitement racistes. Ce ne sont pas forcément des Jean-Marie Le Pen ou des gens très énervés comme Alain Finkielkraut. Ce sont des figures respectées de la vie publique et pas des racistes haineux qui éructent en postillonnant, mais voilà, qui insistent là en toute tranquillité. Et ce sont les mêmes personnes qui, lorsque Christiane Taubira se voit tendre une peau de banane ou traiter de singe, bondissent la main sur le cœur en disant que c'est absolument vulgaire et c'est scandaleux. Pourtant, un fil lie de manière évidente les cris de singe au mépris d'une ministre qui, soutenue par sa classe, qualifie ses concitoyens de nègres. Et c'est l'écho d'un système qui est né de la domination historique d'un groupe construit comme inférieur, toujours exposé au racisme systémique et structurel sur lequel repose bon nombre des institutions de notre pays. Et donc, je voulais quand même, en dernier point, insister dans cette table masculine sur une question. Voilà, je tiens à le préciser. Sur la question quand même, la question des femmes noires. Qui sont les éternels oubliés, évidemment, de la question noire, même si ce matin, on a quand même parlé des clichés, ça a été très très bien fait dans la table littéraire, des clichés qui sont ceux qui sont liés aux femmes africaines et à toute la manière dont on les renvoie systématiquement à une forme d'exotisme très sexualisée, etc. Donc, j'ai aussi remarqué que les femmes noires étaient... Les femmes noires qui avaient accès à la visibilité publique étaient cantonnées au champ de l'exotisme. Et j'ai voulu me concentrer sur les femmes politiques en particulier, parce que c'est a priori des femmes qui sont dans un domaine où on n'imagine pas forcément investir ce champ, justement, qui était celui qui était évoqué ce matin. Quand en 2007, Ramayad a fait son entrée dans le gouvernement Fillon, c'est un déferlement qui s'est vraiment exprimé dans les gazettes. La ministre de la République est devenue tout à coup, et là je cite, la belle Rama, une femme, entre guillemets, physique, instinctive, entre guillemets, physique de basketteuse, je cite toujours, sourire enjôleur, dont la beauté éclatante lui valait d'être présentée le plus sérieusement du monde par Le Figaro comme la Naomi Campbell du gouvernement. La couleur de peau de celle qu'on a appelée la perle noire de Sarko n'est pas passée inaperçue. On s'est extasié sur le fait qu'elle soit noire, très noire, belle, très belle. Que ce soit une Sénégaloise d'1,77 m, parce que c'est une information extrêmement intéressante et importante. Et tout cela a été dit dans le Nouvel Obs, dans Jeune Afrique et dans Le Figaro que j'ai cité auparavant.
Ce qui est intéressant, c'est qu'une autre femme noire moins connue, mais qui a fait l'objet d'articles, qui s'appelle Seba Dagoma, qui a été élue députée en 2012, s'est vue aussi attribuer le même type de qualificatif. Et ce qu'on remarque, c'est que quand une femme noire est visible, toutes les femmes noires qui lui succèdent, en tout cas qui apparaissent médiatiquement, sont comparées à la première qui fait office de figure de référence. Donc Seba Dagoma n'y a pas échappé. On a appris, information encore plus intéressante, dans le journal Métro, qu'elle savait très bien cuisiner le poulet yassa. Formidable. Et dans le portrait que lui avait consacré Libération, le nom de Ramayad était cité 5 fois, alors qu'a priori, elle ne se connaissait pas. Et les comparaisons y relevaient de la plus fine analyse politique. Aussi grande, donc 1,80 m, que Ramayad, elle n'a pas le visage de poupée de la secrétaire d'État aux droits de l'homme, mais une beauté au couteau. Plus Picasso que Picabia. Après tout, pourquoi s'attarder sur leurs convictions politiques? Ça n'a absolument aucun intérêt. Quant au talent oratoire de la charismatique Christiane Taubira, ils sont devenus, dans les pages médias de Libération, un swag d'enfer, qui vaut à la numéro 3, celle qui était alors numéro 3 du gouvernement, le très enviable titre de Beyoncé française. C'est un peu comme si on comparait MAM à Lady Gaga ou NKM à Taylor Swift. Ça n'a absolument aucun sens. Certes, Beyoncé s'est un peu frottée à la politique dernièrement avec ses clips Formation et Lemonade, mais de là à la comparer à une ministre de la République, je trouve que c'était un petit peu tiré par les cheveux. Alors il y a une vraie contradiction entre l'omniprésence de la mention en fait, de la couleur de peau des personnes noires et finalement l'idéologie universaliste qui interdit de désigner les Noirs comme étant des Noirs. Et malgré tout, les voix qui contestent cette rhétorique racialiste sont marginalisées et décrédibilisées, comme si elles ne représentaient pas de manière légitime la vie générale. En France, quand les concernés s'organisent et dénoncent ce type de propos, ils sont accusés de communautarisme. Et en opposition, on ne parle jamais de ce communautarisme blanc qui, justement, gangrène les médias, j'en sais quelque chose, puisque je travaille dans les médias, et qui produit ce type de préjugés. Alors, pour moi, l'importance de la visibilité, c'est de ne pas réduire cette visibilité des populations noires et des populations non blanches au symbole. Il faut que ces minorités puissent s'emparer elles-mêmes de la parole qui les concerne et conquérir un espace qui leur permette de répondre directement à ces propos sans intermédiaire. Et elles doivent être en mesure et en position de déterminer les termes qui les désignent pour imposer enfin une phraséologie digne et choisie. Je vous remercie. Merci Rokhaya Diallo. Imposer une phraséologie particulière, c'est ce qu'il faut faire. Conquérir un espace sans intermédiaire, c'est-à-dire déplacer les montagnes, c'est possible de le faire. Et je pense que la question de la visibilité ou de l'invisibilité reste une des questions les plus dures depuis un certain temps. Ici, on en parle, des associations se sont créées. Parfois, lorsqu'on crée ces associations, ce n'est plus la visibilité de toute la France noire qu'on veut, mais la visibilité du président de l'association. Ça pose toujours des problèmes. C'est pour ça, parfois, j'ai du mal à rentrer dans telle association qui voudrait défendre ceci ou cela, parce qu'à la fin, on se retrouve toujours avec la guerre des chefs, parce qu'on a toujours gardé cette sorte de réflexe où dès qu'il y a un syndicat ou une association, eh bien, il y a toujours, c'est moi qui vais être le président et je vais nommer le trésorier mon cousin. Donc voilà. Mais je pense que le combat que vous menez, Rokhaya Diallo, est un combat très intéressant puisqu'il est reconnu désormais même jusqu'aux États-Unis. Donc ce n'est pas, si vous voyez circuler l'information, elle n'a pas payé les gens pour faire cette promotion, mais c'est vrai, moi je l'ai vu dans les télés, à des endroits où je ne voyais pas trop, où je n'ai jamais vu les Noirs de France aller là-bas pour parler aux Noirs américains de ces questions. Donc c'est un véritable pont qui est en train d'être fait. C'est pour cela que j'avais souhaité que François Durper puisse un peu nous parler en tant que lui qui est spécialisé aussi dans les questions d'éducation et de diversité, nous parler en quelque sorte
de cette condition actuelle d'être noir en France. C'est intéressant parce que quand j'avais mis l'information, effectivement, quelqu'un m'avait écrit me disant « Mais oui, mais comment lui, il est blanc, il va nous parler des Noirs en 2016 ?» J'ai dit « Mais effectivement, c'est ce que je souhaite dans un monde comme le nôtre. » J'ai expliqué à ce correspondant que vous savez, quand Léopold Sédar Senghor a écrit son anthologie, c'est quand même Jean-Paul Sartre qui a défini la négritude à l'intérieur. Et que beaucoup de ces grands auteurs qui ont fait la négritude ont été pour la plupart en relation aussi avec les intellectuels de cette époque qui ont permis à leur cause de pouvoir avancer. Et on ne peut pas imaginer la négritude sans les thèses de Frobenius, sans la présence de Ballandier, sans les récits de voyage ou les analyses de Michel Leiris. Donc je pense que nous faisons parfois une erreur de penser que nous pouvons nous-mêmes avoir nos définitions pour faire nous-mêmes les choses. Moi, celui qui me donne une belle définition qui me convient de moi, peu importe qu'il vienne de l'Asie, de l'Amérique ou quelque part dans ce sens. Donc François Diopère est historien, dans ce sens, l'histoire qu'il raconte m'intéresse, l'histoire qu'il explique est très intéressante puisqu'elle met en quelque sorte la question sur la table. Il est, je l'ai dit, spécialisé dans les questions d'éducation et de diversité culturelle aux États-Unis. Il est également consultant pour la télévision et la radio, professeur aux universités. Il a publié beaucoup de livres sur la question, notamment en 2006 chez Odile Jacob, France blanche, colère noire. Le titre est tout un programme. Ou alors, chez Philippe Ray, en 2012, Nous sommes tous la France, essai sur la nouvelle identité française. Il a publié également, écrit avec Olivier Richomme, L'Amérique de Barack Obama, en 2007, chez Demopolis, un livre qui avait eu beaucoup d'écho. Et aussi avec Thomas Negaroff, ils ont publié L'unité réinventée, les présidents américains face à la nation, aux éditions Ellipse en 2008. Et un autre livre que je feuillette toujours avec bonheur, c'est son histoire des États-Unis aux presses universitaires de France. Que sais-je? Ça permet toujours, vous savez, quand on a oublié beaucoup de choses, le que sais-je entre deux avions, ça vous permet d'être très intelligent quand vous atterrissez. Donc ça arrive, voilà. Donc merci pour cela, voilà, François Diopère. Donc son intervention aujourd'hui, je ne vais pas expliquer tout ce qu'il a fait, ça prendrait 10 pages, hein, puisque vous le voyez souvent intervenir chez BFM quand il y a les élections américaines, expliquer les positions de Sanders, expliquer celle de pourquoi Sanders n'arrive pas à faire voter les Noirs, pourquoi tous les Noirs vont chez Hillary Clinton. Eh bien, le pauvre Diopère s'en va là-bas, et achète une nouvelle cravate et se met à expliquer de manière pédagogique au point même que les Américains hochent la tête de satisfaction. Donc aujourd'hui, on ne va pas lui demander de nous expliquer pourquoi Bernie Sanders va rater la primaire et que ce sera Hillary Clinton. Aujourd'hui, son sujet, c'est être noir en France en 2016, ce qui passe et ce qui ne passe pas. François Diopère.